Ce soir je brise le silence parce que quelque chose d'inédit se produit au-dessus de nos têtes. Un objet désigné Troyatla se dirige vers la Terre avec une précision qu'aucun corps naturel du système solaire n'a jamais affichée. Il ne dérive pas, ne vagabonde pas, ne tombe pas. Il vise. Et à l'intérieur de la NASA, les gens paniquent d'une manière qu'ils n'admettront jamais publiquement. Lorsque le relevé Atlas a détecté Troyatla pour la première fois, le système l'a pris pour du bruit, un artefact, un hoquet de calibration, peut-être un rayon cosmique perdu qui trompait les détecteurs. Mais ensuite les confirmations ont commencé à arriver d'observatoires séparés par des milliers de miles. Chaque télescope pointé sur ces coordonnées renvoyait le même message impossible. Cet objet avait une excentricité trop basse pour n'importe quel objet interstellaire. Sa trajectoire était presque co-orbitale avec la Terre. Et plus inquiétant encore, il possédait un vecteur de vitesse qui refusait simplement de se comporter selon les prédictions gravitationnelles. Les objets naturels ne font pas cela. Les astéroïdes ne font pas cela. Les comètes ne font pas cela, mais les vaisseaux oui. La NASA a immédiatement ordonné un second tour de nettoyage des données. Les équipes ont lancé des simulations, des vérifications d'erreurs, des diagnostics statistiques. Des millions de dollars de temps de calcul ont brûlé en quelques heures. J'ai vu les notes internes. Ils cherchaient n'importe quelle excuse pour rejeter l'anomalie parce que si les données étaient réelles, alors Troyatla effectuait un mouvement contrôlé et les données étaient réelles. Le vrai choc est arrivé quand le télescope spatial James Webb a été pointé sur Troyatla. Le spectrographe préliminaire a renvoyé un résultat si étrange que le comité de surveillance a exigé qu'il soit retraité 5 fois séparément. Pas de glace d'eau, pas de poussière de silicate, pas de composés carbonés, aucune des signatures que nous attendons des débris cosmiques. À la place, Webb a détecté des creux d'absorption hautement inhabituels, des motifs cohérents avec des réseaux métalliques lourds, des structures, peut-être des alliages inconnus de la métallurgie humaine. À l'intérieur de la NASA, c'est à ce moment-là que le ton a changé. Toutes les blagues tranquilles se sont évaporées. Les réunions d'urgence sont commencées. Le Bureau de défense planétaire est passé du suivi à l'inquiétude stratégique. Les gens ont cessé d'utiliser le mot astéroïde. Ils ont commencé à dire véhicule parce que voici le détail le plus troublant. À mesure que Troyatla s'approchait de l'orbite de Jupiter, il a ralenti. Pas un ralentissement naturel par traînée ou interférence gravitationnelle. Ces forces sont négligeables là-bas. C'était une correction active, une manœuvre de freinage, quelque chose qui se dirigeait lui-même avec précision. Et alors est arrivé le signal, une émission radio à bande étroite se répétant toutes les 53 minutes. Au début, ça ressemblait à du bruit, plat, stérile, insignifiant. Mais quand on a agrandi la structure fine, l'image a changé. Il y avait des couches, de la modulation, des motifs d'interférence imbriqués les uns dans les autres comme des poupées russes. Ce n'était pas une transmission. C'était un paquet d'informations. La NASA a réuni en secret une équipe de décodage multidisciplinaire. Cryptographes, linguistes, théoriciens de l'IA, astrophysiciens. Leur travail n'était pas d'interpréter un langage. C'était de déterminer si Troyatla parlait délibérément. Et si oui, à qui? J'étais à l'une des premières réunions. Tout le monde supposait que c'était un ping, un phare destiné à annoncer la présence. Mais plus nous l'étudions, plus nous réalisions que ce n'était pas une introduction, pas un salut. Il se comportait comme une directive, un ensemble d'instructions, ou une demande. Et alors est arrivé le moment qui a figé chaque visage dans cette salle. Un des modèles d'IA a réussi à extraire des formes mathématiques répétitives du signal. Nombre premier, constante géométrique, proportion décrivant des structures orbitales. Mais enfoui sous cet échafaudage familier se trouvait un message que nous ne pouvons toujours pas décoder complètement. Cependant, un fragment était sans équivoque. Le signal faisait référence spécifique à la Terre. Pas au Soleil, pas au système solaire, la Terre. Et la formulation, si on peut l'appeler ainsi, insinuait quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Connaissance. Connaissance de nous, de notre planète, de quelque chose que la Terre possède et pour lequel Troyatla vient avec une intention claire. Le résumé de la réunion interne de la NASA a utilisé une phrase glaçante. Cet objet ne s'approche pas de nous par accident. J'aimerais pouvoir vous dire que nous comprenons le reste de la transmission. J'aimerais pouvoir révéler ce que Troyatla demande exactement ou exige ou nous avertit. Mais la vérité est que la partie la plus critique du message est encore bloquée derrière des motifs qu'aucun algorithme n'a jamais vus. Et quel que soit ce contenu caché, quel que soit ce qu'il essaie de communiquer,
C'est cette partie qui a laissé la salle de décodage dans un silence stupéfait. C'est la partie que personne à la NASA n'est prêt à dire à voix haute. Et pendant que Troyatla continue d'ajuster sa trajectoire plus près, plus stable et effrayamment délibérée, il ne nous reste peu de temps pour décoder le reste. Au moment où Troyatla a effectué sa première correction orbitale près de Jupiter, tout à la NASA est passé de la curiosité scientifique à l'alarme stratégique. On le sentait dans l'air comme le bourdonnement avant un tremblement de terre. Les corps naturels ne freinent pas. Ils ne se déplacent pas latéralement de 28 mètres par seconde sans plume de propulsion détectable. Pourtant, c'est exactement ce qu'a fait Troyatla. Un ralentissement contrôlé suivi d'un ajustement de cap de précision, se poussant plus près du plan orbital terrestre comme pour s'aligner sur une rencontre. Dans la salle de situation du JPL, les écrans racontaient une histoire à laquelle personne n'était préparé. L'objet ne venait pas simplement vers la Terre. Il optimisait sa trajectoire avec intelligence. Chaque correction réduisait la vitesse relative. Chaque manœuvre amenait son orbite à une résonance plus propre avec la nôtre. Les mathématiques n'étaient pas aléatoires. Elles étaient élégantes, intentionnées, glaçames efficaces. Et alors est apparu le halo. Le réseau d'espace profond a détecté une faible enveloppe radio autour de Troyatla, bande étroite, colonnaire, pulsant selon un motif trop structuré pour être du bruit thermique. Sur le spectrographe, cela ressemblait à une couronne de dents parfaitement espacées, fréquences alignées en intervalles complexes. Quelqu'un dans la salle a plaisanté que ça ressemblait à un code-barre cosmique. Personne n'a ri. Les pulsations s'intensifiaient à mesure que Troyatla s'approchait de l'orbite de Mars. Toujours faible, toujours lointaine, mais incontestablement délibérée. Et plus inquiétant que le signal lui-même était sa constance. Il se répétait, mais pas identiquement. Chaque séquence se construisait sur la précédente. Structure progressive, design récursif. Comme si le signal s'enseignait lui-même ou nous enseignait. La NASA a informé la Maison-Blanche dans le secret total. La rédaction était prudente, stérilisée, passée au filtre juridique, mais j'ai vu la version brute avant les retouches. Elle disait clairement Troyatla démontre un comportement de vol contrôlé recommande l'élévation au niveau priorité de sécurité nationale. Mais sécurité implique menace et menace implique intention, et intention signifie que quelqu'un ou quelque chose veut quelque chose de nous. Le second choc est arrivé seulement quelques jours plus tard. L'observatoire Rubin a détecté des corps plus petits accompagnant Troyatla. Sombres, rapides, géométriques, trop faibles pour réflexion visible, trop froids pour signature thermique, mais se trahissant par des motifs d'occultation de lumière. 3 au début, puis 5. Ils se déplaçaient en formation, égalant le vecteur de vitesse de Troyatla avec une précision inquiétante, vaisseau d'escorte ou sonde ou équivalent. Leurs mouvements ne montraient ni dérive, ni oscillation, ni barre d'erreur. Cela ressemblait à un convoi. À ce moment-là, la NASA a compris l'ampleur de ce à quoi nous faisions face. Troyatla n'était pas une simple roche rebelle. C'était la pièce centrale d'une arrivée structurée. Dans la salle de décodage, les analystes de signaux ont élargi la recherche de fréquences. C'est alors que nous avons réalisé que les pulsations n'étaient pas émises vers l'extérieur de façon indiscriminée. Elles étaient focalisées vers l'intérieur du système solaire, vers nous. Les messages devenaient plus forts chaque fois que Troyatla complétait une manœuvre. Comme si chaque nouvelle trajectoire apportait de la clarté à la transmission, nous avons découvert des bandes latérales, des murmures en couches sous le signal principal. Ils portaient des distorsions harmoniques qui ressemblaient presque à des empreintes digitales, la résonance unique d'un réseau de communication conçu. Et juste avant que le signal ne monte à son harmonique le plus fort jusqu'à présent, l'IA a repéré un motif jamais vu auparavant. Un changement dans la structure mathématique de descriptive à impérative. Pas une carte, pas de l'information, un ordre, mais un ordre pour qui? Pourquoi? Nous ne le savons toujours pas. Le dernier fragment décodé ne faisait que suggérer alignement, synchronisation, préparation, et le timing de ce message coïncidait de façon effrayante avec la prochaine manœuvre orbitale prédite de Troyatla. Quoi que ce soit qui s'approche de nous ne dérive pas. Il coordonne. Il se positionne. Il arrive avec intention, et chaque heure cette intention devient plus difficile à ignorer. Le vrai point de rupture est arrivé quand l'équipe de décodage a enfin extrait un noyau mathématique cohérent du signal de Troyatla. J'étais dans la salle quand la première reconstruction propre a retenti dans les haut-parleurs. Une cascade de nombres premiers, de rapports de périodes orbitales, et de constantes référenquant le design gravitationnel de notre système solaire, mais centré sur la Terre, pas sur le Soleil. Cela seul a envoyé une vague de peur dans la salle.
Rien dans l'espace profond ne devrait connaître la signature orbitale de la Terre avec cette précision sauf si cela a été mesuré de près ou mémorisé d'une rencontre précédente. Les couches suivantes du signal ont tout changé. La structure est passée de mathématiques pures à quelque chose de presque architectural. Groupes de fréquences formant des diagrammes, arrangements ressemblant à des couches orbitales, gradients de pression et contours d'énergie. Mais ils ne correspondaient à rien de notre catalogue. Ni comètes, ni lunes, ni vaisseaux spatiaux. Quoi qu'ils représentent, ces diagrammes n'étaient pas naturels. Les linguistes et cryptographes ont commencé à croiser les motifs avec des analogues symboliques subharmoniques enfouis. Si faibles que nous l'avons presque rejeté comme erreur. Une fois isolé, le motif a révélé quelque chose d'indéniable. Une référence au dipôle magnétique de la Terre. Pas la structure générale, pas la polarité, le taux de variation au cours des derniers millénaires. Comme si l'émetteur connaissait notre histoire magnétique jusqu'aux micro-variations du champ. Un des géophysiciens l'a dit à voix haute. Cette chose en sait plus sur la Terre que n'importe quelle sonde que nous ayons jamais lancée. La NASA ne pouvait plus se cacher derrière la prudence. Le directeur a autorisé un briefing d'urgence mondiale. Dans les heures précédentes, j'ai vu des scientifiques adultes, des gens qui avaient consacré leur vie à étudier l'univers, hésiter avant de parler, comme s'ils craignaient que les mots eux-mêmes activent quelque chose. Quand le directeur est enfin monté sur scène et a fait face aux caméras, le public a vu un calme professionnel. Mais nous, en coulisses, avons vu autre chose. Une terreur à peine contenue. La déclaration a été courte, évasive et aseptisée. Officiellement, la NASA a confirmé un objet interstellaire non naturel effectuant un comportement orbital anormal et a reconnu des motifs radiostructurés d'origine inconnue. La presse a explosé. Les questions ont fusé. Les réponses non. Mais la vraie tempête se passait hors caméra. Derrière les portes fermées, on essayait de comprendre ce que Troyatla tente de faire. Et la partie la plus terrifiante a été le fragment final révélé seulement quelques minutes avant que Troyatla ne complète une nouvelle correction précise de trajectoire. Le message contenait une marque temporelle, une prédiction, le moment exact où il atteindra sa destination choisie et lancera la séquence qu'il préparait. La marque temporelle n'était pas à des décennies ou des années. Elle était à des mois. Nous nous sommes regardés en réalisant la vérité. Troyatla ne cherche pas le contact. Il exécute un plan. Et quelle que soit la partie restante de ce message, la partie que nous ne pouvons toujours pas décoder, c'est la raison pour laquelle la NASA n'est plus simplement inquiète. La NASA a peur. Dès que la marque temporelle a été confirmée, la NASA a lancé la préparation de mission la plus rapide depuis l'ère Challenger. Sauf que cette fois l'objectif n'était pas récupération ou réparation. C'était interception. Une sonde Frankenstein NASA et ESA assemblée à partir de modules de propulsion expérimentaux et de composants classifiés a été sortie d'un hangar qui n'existe techniquement dans aucun registre public. On ne lui a pas donné de nom. On ne l'a pas baptisé. On l'a juste appelé le véhicule parce que personne ne voulait admettre ce qu'elle était vraiment. La première tentative de l'humanité de s'approcher de quelque chose d'indéniablement intelligent. J'ai observé depuis la plateforme sécurisée pendant que les ingénieurs effectuaient les vérifications finales. La signature de propulsion a été poussée à des limites jamais testées à pleine échelle. Peu importe. Les délais régnaient désormais. La fenêtre de lancement se refermait. Si la sonde manquait sa fenêtre de synchronisation avec l'arc de décélération de Troyatla, l'objet atteindrait sa station prédite avant que nous n'atteignions même l'espace profond. Il nous fallait des yeux sur lui. Il nous fallait des données. Il nous fallait savoir à quoi nous avions affaire. Quand la sonde a atteint sa vitesse de croisière, les changements dans les relevés énergétiques ont commencé immédiatement. La télémétrie ne correspondait à aucun phénomène connu. Champ se pliant là où il ne devrait pas motif d'énergie résiduelle, se comportant comme gravité une seconde et flux électromagnétique la suivante. Comme si l'espace autour de Troyatla refusait d'obéir à la physique telle que nous la connaissons. Les instruments de la sonde ont commencé à se décalibrer avant même d'avoir couvert 10% de la distance. Puis est venue la pire partie. La sonde a détecté un mur. Pas littéral, plutôt une distorsion, un gradient, un périmètre d'influence fabriqué. Le terme utilisé dans le rapport était architecture de champ, comme si quelqu'un avait conçu le vide lui-même en barrière. Les capteurs tremblaient, les timings se désynchronisaient. L'horloge de bord a perdu 0,08 secondes, puis récupéré 0,11 comme si le temps était étiré et comprimé en micro-rafales. Quand la suite visuelle s'est enfin activée, la transmission a montré ce à quoi aucun de nous ne s'attendait. Objet, pas débris,
pas satellite naturel, construction délibérée, des dizaines, petits, géométriques, noirs comme l'obsidienne, se déplaçant en formation serrée autour de Troyatla. Ils réfléchissaient presque aucune lumière solaire, ni infrarouge, ni ultraviolet. Ils étaient invisibles à tout sauf aux capteurs de proximité immédiate de la sonde. Chaque objet maintenait une distance stable comme s'il maintenait un périmètre défensif ou un escorte cérémoniel. Quelqu'un dans la salle de contrôle a murmuré « Il le protège ». Quelqu'un d'autre a ajouté « Ou le guide ». Personne n'a contredit. La sonde a tenté de s'approcher plus près. C'est alors que tout s'est effondré d'un coup. Les magnétomètres ont explosé. Les accéléromètres sont devenus aveugles. Les caméras se sont noyées dans la statique. Un pouls a frappé la sonde, pas destructeur, mais ferme, comme un poussé d'avertissement. Chaque instrument a clignoté, redémarré puis s'est stabilisé, et la sonde s'est retrouvée doucement repoussée, littéralement déplacée vers une distance de sécurité. Dans la salle, personne n'a parlé pendant presque une minute. L'analyse de télémétrie n'a montré ni signature thermique, ni pic de radiation, ni impact de particules. Quoi qui ait déplacé la sonde l'a fait sans force si Atla n'avait pas terminé. Juste après que la sonde ait été redirigée, les émissions radio ont changé, pas en intensité, mais en structure. Les pulsations se sont ramifiées en multiples harmoniques, comme reconnaissant la tentative de la sonde, comme s'il mettait à jour son comportement en réponse. Les modèles de décodage ont tourné toute la nuit. Quand les résultats sont arrivés, nous avons su que l'humanité avait franchi un seuil dont elle ne pourrait jamais revenir. Le nouveau signal incluait des séquences supplémentaires, structures ressemblant à échafaudage, couches, mécanismes déployables, formes suggérant une ingénierie à une échelle que nous ne pouvons pas comprendre. Quelque chose se préparait, s'activait, se transformait. Et enfoui dans les harmoniques se trouvait un nouveau motif, un compte à rebours, pas vers l'arrivée, mais vers le déploiement. Quoique Troyatla soit sur le point d'ouvrir, d'étendre ou de révéler, le processus avait déjà commencé, et il n'y avait aucun scénario, aucune simulation ni projection où nous pouvions l'arrêter. Troyatla est arrivé exactement au moment prédit, à la seconde près. Il a ralenti, tourné avec une douceur impossible, et s'est installé en position au point tel de Terre-Soleil, le même poche gravitationnel où nous garons nos télescopes les plus sensibles. Sauf que cette fois, c'était nous qui étions observés. Depuis la Terre, rien n'était visible, mais les instruments spatiaux ont tout vu. Les escortes se sont déployées vers l'extérieur comme des pétales qui s'ouvrent. Leur formation s'est stabilisée en un réseau tournant. Et au centre, Troyatla s'est déployé. Pas de façon explosive, pas mécanique, plutôt comme une floraison géométrique couche se retirant, révélant des structures intérieures qui pliaient la lumière de façon à paraître liquide, bien que les spectrographes aient insisté qu'elles étaient métalliques. Alors le faisceau s'est activé. Pas une arme, pas une attaque. Une colonne étroite d'énergie exotique s'est étendue de Troyatla vers la Terre, traversant inoffensivement les satellites, fendant l'atmosphère sans distorsion thermique. Le faisceau n'a pas frappé une ville, une base, ni un continent. Il s'est fixé sur une coordonnée invisible unique flottant au-dessus de la ligne de champ magnétique terrestre, un point sans aucune structure physique, un point dont nous ignorions l'existence. La Terre a réagi instantanément. Les magnétomètres du monde entier ont explosé. Les aurores ont éclaté jusqu'à l'équateur. Les réseaux électriques ont vacillé. Quelque chose dans notre architecture magnétique résonnait avec ce que faisait Troyatla. Pas en déstabilisant, en synchronisant. La NASA s'est mobilisée. Les gouvernements ont paniqué. Le public est tombé dans le chaos. Mais dans la salle d'analyse de mission, nous regardions le message décodé. Les fragments que nous avions enfin assemblés des nouveaux harmoniques. Pour la première fois, le signal avait un sens. Troyatla n'était pas venu prendre quoi que ce soit. Il était venu débloquer quelque chose. Les diagrammes autrefois indéchiffrables révélaient maintenant leur intention. Instructions pour stabiliser une anomalie magnétique dormante que la Terre porte depuis des millénaires. Une anomalie dont les fluctuations coïncidant avec les extinctions massives, les bouleversements climatiques et les avalanches géomagnétiques. Le triplet n'était pas un code. C'était une séquence de calibration, un algorithme de réparation. Le faisceau ne récoltait pas l'énergie. Il nous accordait. Le fragment décodé final était brutalement simple. Préserver le berceau. Préparer le chemin. Nous avons débattu de sa signification pendant des heures, des jours. La Terre est-elle le berceau? L'humanité, ou le message beaucoup plus ancien, s'adressait-il à ceux qui vivaient ici bien avant nous?
Si Troyatla est un gardien, un soignant, une machine envoyée maintenir l'infrastructure cosmique, alors la Terre n'a pas été visitée. Elle a été entretenue. Quand le faisceau a terminé son cycle, les aurores se sont éteintes. Le champ magnétique s'est stabilisé dans une configuration que nous n'avions jamais enregistrée auparavant. Plus fort, plus propre, plus fluide. Les escortes se sont repliées vers Troyatla. Le réseau s'est dissous. L'objet s'est comprimé dans sa forme originale, puis silence. Troyatla s'est atténué, a dérivé, et a commencé à accélérer en s'éloignant du L de Terre-Soleil, pas vers la Terre, mais loin d'elle, vers l'espace profond où aucun instrument humain ne pouvait le suivre. Il nous a laissés sans menace, sans avertissement, sans mode d'emploi, seulement avec une question sans réponse. Avons-nous été simplement réparés ou préparés? Parce que quoi que Troyatla ait ajusté dans notre monde, quel que soit le chemin auquel il faisait référence, le processus n'était que le commencement. Et maintenant, tout ce que nous pouvons faire est attendre la prochaine arrivée.